Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mon des Arts qui suffoque en ce moment. Mais bon, allez, c'est bientôt les grandes vacances pour celles et ceux qui ont la chance de partir. Et puis, même si on ne part pas finalement, les vacances, c'est le temps de la pause. Il a tout son sens d'ailleurs, ce mot de vacances. Je vais faire un peu le malin ce soir, ça vient du latin vacare, qui signifie être vide, être libre. Libre, loin du stress. C'est peut-être le meilleur moment finalement de l'année pour se plonger dans des livres. Mais quels livres? Parce qu'il y en a beaucoup des livres. Comment choisir dans le flot de tout ce qui est édité en ce moment? On va essayer de vous donner ce soir quelques belles idées avec nos invités. Promis, je vous jure, on ne va pas parler de la crise de la lecture chez les jeunes, des difficultés que rencontrent les libraires, de la précarité des autoristes, etc., etc. C'est pas les problèmes qui manquent. Non, ce soir, on va se retenir et on va parler du plaisir de la lecture, parce que la lecture est avant tout un plaisir, n'est-ce pas, Yves Limoges? C'est pas vous qui allez me contredire. Bonsoir. Bonsoir. Non, ça sûrement pas. Je crois pas. C'est vrai que quand je vois une chaise longue comme ça, elle est belle, hein? Elle est très belle et ça donne envie de s'arrêter. Exactement. De prendre du temps pour la lecture. Exactement. Vous êtes responsable de la librairie à livre ouvert, Le Raconteur, qui vient de déménager. On va faire une courte pub, on peut peut-être dire la nouvelle adresse. Après 40 ans à la rue Saint-Lambert, on a été 500 mètres plus loin, donc dans le village culturel de Volubilis. Ouais. Et en 5 jours, on a aménagé notre nouvelle librairie. Et je dois dire que les clients ont des étoiles dans les yeux quand ils arrivent. Ils sont vraiment sous le charme, et nous aussi pour y travailler. Non, ouais. Vraiment agréable. Surtout pour vous, tant mieux pour vous en tout cas. Coraline, vous avez déjà été à la nouvelle librairie? Oui. Alors, la nouvelle librairie, non, pas encore, mais l'ancienne, bien, oui. Il va falloir y aller. Ça ne saurait tarder, oui. Bonsoir Coraline. Bonsoir. Walraven, je dis ça parce que vous êtes aussi attachée de presse et cofondatrice, c'est pour ça que vous êtes ici ce soir avec Charlotte Gillis, du club des lectrices Les Ponctuelles, qu'on peut trouver sur Internet, c'est ça? Oui, sur Internet, sur Instagram majoritairement. C'est un club de lecture qu'on a créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On est active à Bruxelles et en Wallonie, à Mons et à Namur aussi. Et donc on se réunit autour de lecture, on crée des box littéraires 2 fois par an. C'est génial ça. Ouais. Alors il y a beaucoup de choses sur Internet, parce que c'est vrai, on prend toujours des libraires, mais il y a aussi le virtuel. Diane est là. Bonsoir Diane. Bonsoir. Vous êtes, alors j'ai noté, bookstagrammeux, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Bookstagram, c'est la petite partie d'Instagram qui parle des livres. Et donc moi, je partage mes lectures depuis 5 ans aussi, comme Coraline, sur Instagram aussi principalement. Et il y en a, vous n'êtes pas seul, hein, il y en a de plus en plus. Ces recommandations sur le net, c'est quelque chose que les gens suivent. Je ne sais pas si de temps en temps vous y allez. Oui, ça devient très très important. Je discutais tantôt et je disais par exemple Jacqueline Hartmann qui ressort de... Voilà, c'est un phénomène tout à fait qui est arrivé grâce à Instagram. Donc son livre La plage de stand qui est de nouveau très à la mode. Ouais. 35 ans après. Oui, c'est incroyable cette histoire éditoriale. Et puis Marcello est avec nous. Bonsoir Marcello. Bonsoir. Marcello Oro, je prononce bien? Oui. Ça va bien, Marcello? Ça va, hein, très bien. Venez de... Un peu chaud, mais... Un peu chaud, oui, mais ça, c'est pas très original, ça, si je puis me permettre. Vous êtes le co-gérant de la librairie indépendante Brin d'Acier. Oui. Stascarbe, et qu'on salue d'ailleurs. J'en profite, toutes les librairies indépendantes, parce qu'elles font un travail formidable. Et voilà, j'ai envie de les saluer. Et je salue aussi le système Librel. On peut peut-être en dire un mot, parce que c'est important pour les Bruxellois qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il y a encore beaucoup de monde qui ne les connaît pas, même si ça monte régulièrement. C'est un outil formidable pour la Belgique. C'est un portail qui permet de vérifier les stocks de toutes les librairies indépendantes de Belgique. Donc, si vous cherchez un livre en particulier, vous pouvez vérifier s'il se trouve quelque part. S'il ne s'y trouve pas, vous pouvez les commander. S'il s'y trouve, vous pouvez les réserver sans payer, rien payer d'avance. Vous payez à la librairie quand vous y arrivez. Et en plus, c'est une excellente façon aussi de connaître la vie culturelle des librairies, parce qu'il y a une section événements où on met tout ce qu'on fait en fait. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que vous n'êtes pas en concurrence finalement. J'ai l'impression qu'on se serre les coudes. Non, on s'envoie beaucoup de clients d'une librairie. Complètement, hein. Parce qu'on fait tous le même travail et on est très solidaires entre librairies indépendantes. Donc, voilà. Bon, j'ai dit qu'on parlait de plaisir de lecture, donc j'ai déjà presque envie d'aller dans les problèmes que rencontrent les libraires, mais on ne va pas le faire. On va commencer.
Coraline, Oui. premier livre. Donc vous avez droit à 3 livres chacun. Ça va? On va commencer avec Coraline. C'était Nous compliqué. emmener à Marseille. Ouais, C'était compliqué. C'était très compliqué de faire des choix, surtout pour des lectures de vacances. Mais le premier, c'est La Bonne Mère de Matilda Di Matteo à l'Iconoclaste. La bonne mère, hein, comme on dit. Ouais. On part en direction de Marseille et de son vieux port, avec son accent chantant. On découvre Clara qui est une jeune femme installée à Paris pour des études de sociologie, et sa mère, Véro. Véro, elle est haute en couleurs, c'est vraiment la Marseillaise sans concession, qui marie mieux que personne le léopard avec le rose fluo. Depuis son départ de Marseille, Clara elle a pris ses distances avec cette mère très invasive, mais son éloignement géographique, il se double aussi d'un éloignement social. Elle va lisser son accent, elle se confond progressivement dans la masse parisienne, et elle renie progressivement ses origines également, mais elle ne peut pas tenir cette mère haute en couleurs à distance pour toujours, parce qu'elle va vouloir lui présenter Raphaël, son beau-fils, son petit ami, qui est issu de la bourgeoisie parisienne. Donc une rencontre qui s'annonce explosive. Ah oui, c'est moins compliqué. Faut pas tout dévoiler, évidemment. On dévoile pas tout, non. Mais donc c'est un roman délicieusement jouissif sur les liens mère-fille, sur l'amour maternel très féroce, sur les transfuges de classe aussi, et sur la violence dont on hérite. C'est à la fois drôle, poignant, extrêmement estival, et ça existe aussi en livre audio. Et donc pour les personnes qui sont amatrices de livres audio, je le recommande vraiment beaucoup, parce que c'est lu avec l'accent de Marseille, et c'est fabuleux. J'imagine, oui, parce que je crois qu'elle est marseillaise, l'autrice. Donc, oui, tout à fait, et installée à Paris. Et installée à Paris, donc elle sait de quoi elle parle. Je ne sais pas qui l'a lu parmi vous, non? Diane, non? Non. Yves non plus? Bon, faut vous y mettre. Yves, La solitude selon Lydia Ernemann, ouais, je dis bien, oui, c'est ça. De Rune Christiansen, les éditions Notabilia, c'est ça? Exactement. Donc Rune Christiansen a eu ce qu'on peut appeler le prix Goncourt norvégien pour ce livre-là. D'ailleurs, j'ai sélectionné aujourd'hui 3 livres qui nous éloignent un peu de la chaleur. Ah oui, voilà, qui nous éloignent de la chaleur. Je crois que ça se réchauffe là-bas aussi. Le premier donc, se passe en Norvège. Ouais. Et cette Lydia Ernemann est vétérinaire dans un petit village au nord de la Norvège. Elle parcourt beaucoup la campagne. Il y a des pages magnifiques sur la nature, sur son métier aussi de vétérinaire. Et c'est un livre tout en simplicité. Alors pourquoi est-ce qu'on dit la solitude? Parce que cette femme vit. Au départ, c'est une jeune femme, elle vit seule, mais elle aime sa solitude. Elle profite de la vie toute simple de la campagne, et elle ne déteste pas les gens, pas du tout, mais c'est quelqu'un pour qui la solitude est vraiment importante. Donc voilà. Et c'est un livre... Voilà, Rune Christiansen est poète aussi, on le ressent très très fort dans l'écriture. Donc il ne faut pas s'attendre à des rebondissements dans l'histoire. Oui, c'est pas un polar, quoi. Non, c'est pas un polar norvégien, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Polar, mais on tombe directement sous le charme. Et comme l'écriture est très simple aussi, comme tout ce livre, ça se lit vraiment avec une fluidité. On est pris par l'histoire de cette femme toute simple, et c'est merveilleux. C'est vraiment tout simple et merveilleux. Bon, ça donne envie, et puis ça va nous rafraîchir un petit peu. Alors, on était au nord de l'Europe, on va descendre au sud de l'Europe avec vous, Diane, au sud de l'Italie, du côté de Naples, avec l'amie prodigieuse, évidemment, phénomène littéraire, ça. Oui, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, d'ailleurs? Je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas encore lu. Moi-même, en fait, je l'ai découvert après tout le monde, il y a quelques années seulement, alors que ça fait déjà plus de 10 ans, je pense, que le premier tome est paru. Et moi, j'aime bien découvrir les sagas après tout le monde. Comme ça, tous les tomes sont déjà sortis et je peux tous les lire sans devoir attendre. Et voilà, moi, pour préparer cette émission, j'ai pensé aux personnes qui restent chez elles, qui ne vont pas partir et qui vont avoir tout un été pendant lequel se plonger dans des sagas, des longues et bonne saga. Et donc pour moi, l'amie prodigieuse, c'est vraiment une saga idéale. Parce que on va avoir dans le premier tome les années 50 à Naples, et tout au long des 4 tomes, on va voir vraiment les bouleversements de l'Italie. 2 amies qui sont extrêmement différentes, qui se ressemblent pas du tout, quoi. Tout à fait. Et elles vont vraiment avoir des destins très différents. L'une va
se marier très jeune, travailler à l'usine, l'autre va faire de longues études, et au fil des décennies, même si elles s'éloignent et elles se rapprochent, finalement, ça va être très, très fluctuant, et elles vont quand même toujours être liées par un lien très intense, mais ambigu aussi, peut-être un peu malsain parfois. Ouais. Non, c'est une super série. Est-ce que tout le monde l'a lu ici, j'imagine? Marcello, évidemment, oui. Mais... Ouais. Moi, je n'ai jamais réussi à me plonger dedans. Je l'ai commencé par 2 fois et abandonné par 2 fois. Non, pourquoi? Ça marchait pas. Ça n'allait pas, non. D'accord. On vous le réclame souvent, ce livre? Oui. Il se vend toujours, et c'est vrai que c'est un livre qu'on conseille vraiment facilement. Moi, j'ai que le premier tome, mais bon, parce que voilà. On peut pas tout lire. Un livre, on peut pas tout lire. C'est ça le problème. Et puis il y a tout ce mystère aussi autour de l'autrice, mais je crois qu'elle s'est dévoilée il y a pas longtemps. Oui. Je sais pas qui est au courant. Ouais. Non, on sait qui c'est. Je ne connais plus son nom exactement. Non, je sais pas. On connaît mieux Elena Ferrante que le. Oui. Bon, on parlait d'Italie. Alors, moi, je pensais que vous alliez me parler d'un bouquin italien. Ben non, c'est un peu le cliché. Hein, mais... Ça a été presque. Ouais. On hésitait sur les derniers titres, et après, à la fin, j'ai préféré parler de Belgique. Un peu de Belgique, avec La Pharmacie. Oui, de Pascal Leclerc, Ouais. édition d'eau. Donc c'est un texte là aussi poétique, parce que Pascal Leclerc est poète à la base, liégeois, poète et éditeur, parce qu'il est éditeur de la revue Boustro et d'une maison d'édition qui en découle, qui s'appelle les Boustrographes. Et La Pharmacie, c'est c'est un récit un peu intriqué, parce qu'il commence avec un retour d'un dîner, un soir d'été déjà, chez des amis. Il revient d'un village de la campagne liégeoise vers Liège, à la rue Pierreuse, où il habite. Et lors du trajet à vélo, et c'est des très belles pages qui décrivent ce voyage à vélo, avec vraiment, on ressent tous les plaisirs du vélo la nuit, il tombe au village d'Alleur, devant la maison où il avait habité enfant. D'accord. Et a été une pharmacie que ses grands-parents tenaient. Et au début, quand il s'arrête devant, il a presque du mal à reconnaître, parce que la réalité autour a vraiment changé. Mais quand il la reconnaît, il y a une vague de souvenirs qui revient. Et à partir de là, le livre est tout centré sur la reconstitution de ses souvenirs d'enfance. On parle de quand il avait, si je me rappelle bien, 7-8 ans. Et sur la difficulté de faire revivre les choses par les biais du souvenir, parce qu'en fait, voilà, il revient plusieurs fois sur le fait que, au fur et à mesure qu'on grandit, les souvenirs ne sont pas fiables, en fait. On s'est construit une réalité des souvenirs qui n'est pas celle existante. Et donc, on voit cette pharmacie reconstruite plusieurs fois autour de nous, selon ce qu'il croit avoir retrouvé de ses souvenirs, mais souvent il revient dessus, et on suit en fait la construction du livre avec lui. Et c'est très beau, c'est un roman qui est écrit sur des phrases vraiment poétiques, des phrases longues, ciselées, c'est une écriture très élégante, et c'est vraiment chouette. Bon, Pascal Leclerc, moi je ne l'ai pas lu, ça donne vraiment envie. Il est venu chez vous à Brin-d'Acier la semaine dernière pour avec Célestin de Méhus la semaine passée. Oui, Célestin de Méhus, très bon auteur belge aussi. Des rencontres, c'est des choses que vous faites assez régulièrement aussi. Même dans le nouveau lieu, ça va peut-être mieux s'y prêter. Mais... C'est marrant parce que Célestin de Méhus, j'ai failli, parce que son livre Calibre 12 est sorti maintenant en poche, et j'ai failli le prendre. C'est excellent. Et puis je me suis dit, non, je vais prendre des livres qui se passent plus au frais, parce que Calibre 12, ça se passe en pleine canicule. Donc, c'est vrai, exact. Mais sur un parking, si je me souviens bien, ou, sur un parking. Oui, il y a le macadam qui fond, etc. Ouais. Mais c'est un super livre, Calibre 12. Ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas peur de la chaleur, ils peuvent aussi prendre le Célestin de Méhus. Vous l'avez invité. Hein. Comment ? Vous l'avez invité. Oui, il est venu. Coraline, oui. Est-ce qu'il fait un peu plus frais là avec vous? Oui, mais je crois pas trop. Non, il fait un peu chaud dans ce livre. Du côté sauvage, ouais, du côté sauvage de Tiffany McDaniel, ça a été mon livre m'a accompagnée il y a 2 ans en plein été en Toscane. Pas mal. Donc on le doit à Tiffany McDaniel, l'autrice de Betty que vous avez certainement tous
et toutes lues. Avec Du côté sauvage, elle nous emmène dans l'Amérique profonde, à Chillicothe, dans l'Ohio, à la découverte de deux jumelles rousses, comme sur la couverture, Arc et Daffy. Ce sont deux petites filles qu'on va suivre vraiment de la plus tendre enfance jusqu'au début de l'âge adulte. Elles sont liées par une imagination débordante, mais aussi par toutes les histoires que leur grand-mère leur raconte, et elles évoluent dans une famille assez complexe où la prostitution, la drogue, la misère sont vraiment monnaie courante, et elles veulent toutes les deux se soutenir pour ne jamais tomber du côté sauvage. Et donc c'est vraiment cette histoire de solidarité entre deux sœurs. C'est extrêmement émouvant, c'est touchant, c'est un livre vraiment qu'on peut pas lâcher. C'est une belle brique, mais c'est un livre vraiment qui va vous accompagner tout l'été. Ouais, il faut au moins les 2 mois de l'été pour le lire. Ça dépend du ça dépend de la vitesse. Ça dépend de la vitesse et de la concentration. Je sais pas qui l'a lu, si non plus. Non, et il est sorti en poche cette année. Donc voilà, c'est une bonne façon. D'accord. Il y a beaucoup de sorties de poche, souvent avant l'été. Ça, c'est un truc d'éditeur, j'ai l'impression, non ? Oui. Parce que c'est plus pratique de glisser dans la valise en même temps. Exactement. Je crois que, il y a aussi les éditeurs sortent beaucoup de livres pour l'été, des grosses briques, mais pas spécialement en poche pour l'été. Oui, ça veut dire qu'il y a une sortie d'été. Il y a la sortie automnale. Oui, il y a une sortie au mois de juin, les livres de l'été. D'accord. Lui, c'était le cas. Hein. Il était sorti juste avant l'été, il y a 2 ans. Ouais. Et là, il est sorti en janvier en poche. D'accord. Bon, c'est un livre d'été, le vôtre, là ? C'est un livre qui se passe en Patagonie, donc maintenant on redescend tout. On va visiter la terre entière. Hein. Voilà, exactement. Alors c'est écrit par Moira Milan, qui se définit comme une guerrière de la nation Mapuche. Donc c'est vraiment une nation amérindienne qui a été chassée au fur et à mesure que les colons arrivaient, et qui a été chassée de ces terres. Et en fait, elle raconte, c'est basé sur tous des témoignages personnels de sa famille, parce qu'elle est elle-même une Mapuche, et c'est basé sur tous des témoignages de sa famille, mais c'est un roman, mais ça pourrait être presque, on pourrait dire, un roman ethnographique, parce que ça décrit très très bien. Et donc c'est sur 4 générations de ces femmes Mapuche entre 1880 et 1950, et c'est l'arrivée du train aussi en Patagonie. Et donc c'est le train qui coupe les forêts, donc tout l'endroit où ces Mapuche vivent, et qui force naturellement un travail d'esclaves. Et moi, j'ignorais tout à fait, on ne connaît pas très bien. Et ce peuple a été presque anéanti par les colons, mais il y a une belle histoire d'amour aussi entre une femme Mapuche et un colon, justement. Et voilà, c'est une très très belle histoire, parce qu'on apprend plein de choses d'abord sur ce peuple, et c'est une histoire anticoloniale, je dirais. Ouais. Et voilà. Et on voit maintenant, elle explique tout à fait à la fin que, en fait, ces terres sont devenues désertiques parce qu'on a tout coupé. Le chemin de fer ne sert plus parce qu'on ne peut plus l'exploiter, sauf pour des touristes avec un petit train à vapeur. Et donc, ça a été complètement. On voit les dégâts du colonialisme, enfin voilà. Donc je vous encourage vraiment à le lire. C'est un assez gros livre, 400 et des pages, mais on est pris par cette histoire. C'est une espèce de saga. Je vous dis, c'est presque sur 100 ans, avec toutes des femmes mais courageuses et fortes, et c'est des femmes médecines. Donc c'est un très beau livre. Chez Actes Sud, hein ? Chez Actes Sud. Ouais. Ça donne envie, non ? Ça donne très envie. Moi, il est sur ma pile à lire, parce que le club de lecture qu'on lance là maintenant, c'est les féminismes du monde, et donc il faisait partie de nos recherches. Donc oui, ça donne encore plus envie quand on en entend parler. Ouais. Et quand vous dites pile à lire, j'en profite parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, mais depuis le début, il est marqué, et le titre en dessous, là, l'écran, c'est et toi, t'as quoi dans ta palle ? Alors, nous, on voit ce que c'est une palle, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils se disent. Ils se sont plantés dans le titre. Non, une palle, c'est une pile à lire. C'est un mot que vous utilisez souvent, je ne sais pas, Diane, ouais ? Oui, toujours. Et sur Instagram, c'est vrai que beaucoup de gens montrent leur pile à lire de plus en plus grandissante. Oui, mais c'est un hashtag à la base. Oui. Hashtag palle.
Je ne vous montre pas ma table de nuit. Hein. C'est la table à lire. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais vous avez aussi une palle dans votre chambre, j'en suis sûr. Partout dans la maison, en fait, Ouais. il y a des balles. Ça, c'est compliqué, hein, les rangements. Tout le monde a plein de bouquins. Vous, Diane, j'imagine, à la maison. Moi, je les ai déjà comptés, mais... Vous les avez comptés ? Oui, oui. Il y en a combien ? J'en ai 550, 600. Ah ouais. Mais, en fait, je voulais savoir si j'avais autant d'autrices que d'auteurs dans mes livres. Et finalement, quand même un peu moins d'autrices, mais la parité, on y est presque. Ah, ça c'est intéressant, ça, pour le club des lectrices, justement. Oui, ben on a fait d'ailleurs une petite étude, un micro-trottoir il n'y a pas très longtemps. Et on demandait aux gens, on était dans la librairie Tropisme, dans le centre-ville, et on demandait aux gens qui sortaient de la librairie s'ils pouvaient nous citer une autrice belge, une autrice française. Et puis après, on changeait un peu en fonction des différents pays. Et parfois, ça bloquait déjà des autrices belges. Donc oui, c'est un constat. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce club de lecture. Parce qu'on propose effectivement que des autrices. Ouais. Et ça, on peut retrouver les résultats sur votre site ? Il y a la vidéo sur Instagram, oui. Ouais. Allez, on va les voir, c'est intéressant. Mais on a dit on parle pas trop des problèmes, donc on va se replonger dans... C'est pas des problèmes. C'est pas un problème. Non, c'est vrai, c'est pas du tout un problème. Mais on va se replonger dans les histoires, dans la fiction, avec... vous, c'est de la... Pas vraiment. Je ramène un petit peu de problème. Enfin, non, pas vraiment. C'est de la poésie, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est de la poésie de Maya Angelou, donc militante afro-américaine pour les droits civiques. Ouais. Il y a des poèmes qui sont... où on parle de problèmes, justement, que ce soit le racisme, les épreuves qu'elle a subies pendant sa vie. Et en même temps, il y a des poèmes où elle est pleine de gratitude envers la vie, elle parle de l'amour et de la fierté, en fait, qu'elle ressent d'être une femme noire et d'être là, de prendre sa place sans s'excuser, en fait. Il y a un poème où elle dit « Je suis une femme phénoménale », voilà, je m'assume. Et je trouve que c'est un recueil qui est très accessible. Les mots utilisés sont assez simples. Parfois, on a peur de s'attaquer à de la poésie. Et ici, avec des mots accessibles qui parlent à tout le monde, finalement, les poèmes sont très percutants. Ils peuvent être bouleversants. Et moi, je trouve que c'est très inspirant. En fait, ça donne confiance en soi comme recueil. Ah ouais, pas mal. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec la poésie, vous n'allez pas me démentir. Hein. Je regarde un peu les libraires, il y a un mouvement depuis plusieurs années, mais là, ça prend de l'ampleur, j'ai l'impression. On en vend, quoi. Ça fait quelques années. Moi, j'ai l'impression même qu'en Belgique, particulièrement, je peux me tromper, mais je crois qu'il y a vraiment un engouement, parce que peut-être il y a les milieux... un peu amateur ici qui est nécessaire à la poésie pour s'épanouir. Parce que souvent, si on va l'imbriquer dans des catégories vieillottes, elle fait peur. Et là, on sent que le public s'en approprie, les modifie. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que ça vit en fait. Oui, ça a longtemps été un peu considéré comme une sorte d'élitisme, ou alors je ne veux pas prendre la poésie parce que je ne comprends rien. Non, mais c'est sûr, on voit c'est un phénomène généralisé. Je veux dire, la semaine passée, on a reçu un poète qui s'appelle Louis Adran, qui est un poète namurois. Et mais il y a du monde qui vient en librairie pour la poésie, quoi. On se fait souvent une idée de la poésie comme ça, des tout petits cercles de gens initiés. Non, il y a du monde qui vient en librairie pour écouter les poètes. Et donc, oui, non, c'est très... la plupart des librairies, maintenant, étoffent leur rayon poésie. Et donc, parce qu'avant, souvent, c'était au fond, à gauche, enfin... Mais chez nous, en fait, dans la nouvelle librairie, il est bien au milieu de la librairie, et ça marche. Et je pense que le slam a dû aider aussi à le remettre sur le devant de la scène, à démocratiser aussi l'art poétique, et donc à peut-être amener des personnes qui ne lisaient pas de poésie vers des anciens recueils et à s'intéresser davantage, parce que l'entendre, c'est encore différent de le lire, et ça permet aussi de comprendre comment c'est écrit. Et des personnalités aussi comme Lisette Lombé et d'autres qui et son collectif El Slam qui est vraiment super. Exactement. Oui, mais ce sont justement des formes qui permettent aujourd'hui d'affronter des thématiques importantes, mais de façon impactante en fait, parce que par la breveté, par les styles, il y a tout un tas de facteurs qui sûrement n'étaient pas il y a 2 siècles considérés comme fondamentaux, mais qui aujourd'hui, j'ai l'impression, permettent à une nouvelle poésie de prendre de la place. Ouais. Vous en conseillez souvent ? Régulièrement, oui.
Oui, et ben ici, et pourtant je m'élève, j'en ai parlé il y a un petit temps. Moi, mon poète préféré, c'est Henri Michaud. C'est un belge français. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu, donc j'en profite pour glisser son nom. Bah oui. On enchaîne avec la jeunesse alors plutôt. Ouais. Parce que les enfants vont aussi en vacances, il n'y a pas que les grands. Oui, grave. Et comme ça les occupe. Et ce sont parmi ceux qui lisent les plus, en fait. C'est un public des grands lecteurs qu'on néglige souvent, mais... Je taquine les enfants. Je dis ça parce que souvent, on leur file un téléphone portable ou une tablette pour être tranquille. C'est criminel. C'est criminel, carrément. Ne faites pas ça, parents. En plus, vous n'avez pas de portable du tout, donc... Non, après, j'ai pas d'enfant non plus. Non, c'est vrai. Bon, alors, ce les bouquin... livres. Ouais. Alors, c'est un mini-roman, c'est un album-roman, on va dire, de une auteure coréenne, des gens que je dois lire les noms parce que c'est difficile. Yeonju Cholm. Yeonju Cholm. Si tu sais bien le prononcer, Yeonju Choi. Voilà. Traduit par Elvire Ball, aux éditions Helium. C'est le deuxième tome des aventures des mots. Le premier qui avait paru il y a 2 ans, ça s'appelait L'étoile des mots. Ouais. Et c'était un livre qui m'avait fait complètement tomber amoureux parce que c'était l'histoire de ce chaton qui un jour voit passer devant la fenêtre de sa chambre une étoile filante. Et sans comprendre ce que c'est, il tombe amoureux de la beauté de cette étoile filante et décide de s'enfuir dans la nuit pour la pourchasser. Et il se perd tout de suite, naturellement. Mais heureusement, il va rencontrer plein d'animaux de la forêt qui vont devenir ses copains, ils vont l'aider, ils vont faire la fête. Et après un long voyage et différentes aventures, il va arriver à retrouver l'étoile filante et revenir chez lui. Dans le deuxième volume que j'attendais avec impatience, et j'avais très peur qu'il me déçoive, mais en fait, pas du tout. On passe dans un climat encore plus joyeux parce que ce sont les aventures estivales des mots, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que sa maman reçoit un appel de son grand-père qui est le grand Papicha. Papicha. Le grand Papicha. Qui a comme activité d'aller chiner toutes sortes d'ustensiles, mais surtout des ventilateurs usagés, pour les remettre en forme et en faire profiter tous les amis de la forêt. Mais la dernière fois, il est tombé sur un lot de ventilateurs donc, avec des vis particuliers qu'il n'a pas. Donc il demande à la mère des mots d'aller lui les en chercher. Et puisque aucun des frères des mots qui veut y aller, Mo, il se porte volontaire et il part pour une grande aventure qui va les faire se perdre, rencontrer à nouveau des amis et enfin retrouver Papicha et tout se termine bien à nouveau. Ça a l'air un peu peut-être bateau dit comme ça, mais franchement lisez-le et vous allez tomber sous les charmes. Lisez-le et faites lire vos enfants, il faut surtout faire lire les... Et c'est bon pour un public de 3 jusqu'à 99 années, je dirais. Il y a des illustrations dedans ou plein d'illustrations. Montrez un peu, je ne sais pas si on peut voir, mettez-le comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. En fait, chaque page est illustrée et on avance dans les petits romans avec les illustrations en fait. C'est parfait si on a commencé à lire ou ça peut être repris soir après soir. On peut le lire aussi à son enfant ? Oui, sans problème. À partir des 3 ans, moi j'ai eu des retours des clientes qui m'ont hésité. Je lui ai dit allez-y. Et ils m'ont dit, parfait. Bon, vous n'avez pas d'enfants, mais maintenant vous avez une bonne excuse pour avoir des enfants. Mais en littérature jeunesse, on fait le mieux qui sort dans les livres, à mon avis. Du coup, pas compliqué. D'accord. Allez, on enchaîne. Coraline, la lettre. Oui, de Clarisse Fancillon, une autrice suisse née en 1899. Donc chez Zoé Édition. Chez Zoé Édition. On termine notre périple en Espagne. On y suit Renée Cheminade, une publicitaire parisienne de 35 ans, qui tombe amoureuse de Montserrat, une Catalane qu'elle rencontre lors de ses vacances sur la côte. Dès les premières pages, on connaît l'issue du livre. Renée est décédée dans un accident de plongée et sa famille est en train de partager ses biens. Et donc, ils sont en train de se répartir les différentes choses dans son appartement et au fil de leur tri, ils tombent sur la lettre que Renée a écrite juste avant sa mort et qu'elle voulait envoyer à son amoureuse Montserrat. C'est une magnifique histoire d'amour entre 2 femmes. C'est extrêmement moderne. Ce livre, il a été publié en 1958. C'est une réédition. C'est extrêmement moderne. On y trouve pas mal de choses qui peinent encore à être écrites aujourd'hui. C'est d'une beauté époustouflante.
Ça nous emmène en Espagne en plein été. Il y a ce bonheur de retrouver des lieux été après été, parce qu'on revient sur les 4 derniers étés de Renée en Espagne, sa rencontre, sa relation à distance, comment elle gère le retour à Paris, dans un Paris morose automnal, après avoir passé tout l'été en Espagne. C'est délicieux. Bon, vous connaissiez ce livre, non? Pas du tout. Je ne connais pas. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air très très bien. Bon, le retour à Paris ou le retour à Bruxelles, on va attendre un petit peu parce que on est seulement au début. Non. On va l'emmener avec nous on va la glisser dans nos valises en tout cas. On enchaîne. Quelque chose me dit qu'on va encore voyager avec vous, non? Oui, et toujours dans des climats plus tempérés. Ouais, c'est marrant parce que alors vous c'est plutôt le froid, vous c'est plutôt le chaud. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Ici, on est en Irlande en 1980. Ça commence au mois de janvier sous une petite pluie irlandaise. Ouais. Et ça s'appelle Les Silencieuses de Anna McPartlin. Et donc c'est un thriller, hein, c'est vraiment un thriller parce qu'à chaque page, on veut connaître la suite. Alors donc on se retrouve sur une plage en Irlande où on trouve un enfant mort sur cette plage et qui est tout à fait mutilé. Et l'héroïne du livre, elle s'appelle Mary Shee. Et c'est elle qui va mener l'enquête avec un inspecteur de Dublin, parce que en 1980, en Irlande, dans l'Irlande très traditionnelle, très catholique, dans une petite ville, on ne fait pas confiance du tout aux femmes. Et cette femme, donc, qui va devoir se battre pour dire d'abord qu'elle est capable de mener cette enquête. Elle est la seule femme inspectrice dans toute cette partie de l'Irlande. Et c'est basé sur des faits réels. Ce bébé a vraiment été trouvé, etc. Et c'est une femme qui a participé à l'enquête. Donc c'est basé sur tout à fait des faits réels. C'est passionnant à lire parce que c'est vraiment un thriller. Donc c'est vraiment très différent des deux autres livres que j'ai commandés. Et à chaque chapitre, c'est le principe du thriller. Des rebondissements. Mais pourquoi Les Silencieuses? Alors les Silencieuses, parce que c'est dans une communauté irlandaise où tout le monde se tait. Ah ouais. Et les femmes aussi, elles ont appris à se taire et à obéir aux hommes. Et tout le monde... Et voilà. Et donc, c'est des communautés très fermées. Et donc, pour faire son enquête, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment passionnant à lire parce que c'est un thriller, mais c'est un thriller très sociologique et très... c'est vraiment très, très bien. Ok. On est assez convaincus. Je crois qu'on va vite aller un peu C'est très différent des deux autres que j'ai présentés. Non, mais c'est ça qui est bien. Vous présentez. Ici, c'est vraiment plus une lecture un peu plus facile, mais voilà, on s'amuse. C'est l'été. Après, c'est l'été. C'est les vacances. Voilà, exactement. Alors, votre voisine, elle nous a préparé aussi le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ça, c'est aussi un phénomène. Vous aimez bien les phénomènes littéraires, hein? Oui, pas que, mais voilà. Il se trouve que pour l'été, je trouvais qu'il était très bien, oui. Surtout par son côté épistolaire, en fait. Donc là, l'histoire, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lue, elle se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Guernesey, donc on continue à voyager. Ouais. Et là, des habitants de l'île, pendant l'occupation allemande, n'ont pas respecté le couvre-feu allemand. Ils se sont fait prendre et ont dû inventer un mensonge. Et le mensonge, c'était qu'ils étaient trop occupés à parler d'un livre qu'ils étaient en train de lire et qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Ça a été accepté et donc les voilà contraints de créer ce club de lecture qu'ils ont inventé. Et finalement, contre toute attente, le fait de participer à ces réunions de lecture pendant la guerre leur ont apporté de la joie, de l'espoir, de la résilience, ont permis de tisser des liens. Et tout ça, c'est découvert par le personnage, l'héroïne qui s'appelle Juliette, qui est écrivaine. Juste après la guerre, elle cherche de l'inspiration pour son prochain roman et elle va commencer à correspondre avec les habitants de cette île. Et donc, c'est vraiment... voilà, on n'a que des lettres, donc 100% épistolaires. Ça se lit très bien. Moi, c'est ce que j'aime justement pendant l'été. On se dit toujours, oh, encore une. Et puis finalement, on a lu la moitié. Et je l'ai proposé le mois de juin au club de lecture que j'organise virtuellement chaque mois. Parce que justement, c'est un livre qui traite des clubs de lecture et beaucoup de gens ont apprécié justement ce côté, cette mise en avant de tout le bien que peut faire la lecture, ainsi que tous les personnages qui sont vraiment très attachants et originaux.
On est convaincu, mais tout le monde l'a lu, peut-être, ou pas. Oui, je l'ai lu à sa sortie il y a plus de 15 ans, je dirais. Oui. Et j'ai adoré, oui, j'ai adoré. J'ai pas du tout aimé le film, mais j'ai adoré le livre. On peut le relire. Hein. Pour moi, c'était une relecture. Pour on peut le relire, ouais. Exactement. Oui. Ça se vend bien aussi, ça. C'est un livre qui se vend toujours beaucoup. Hein, donc voilà, c'est des livres éternels. Quoi. Voilà. C'est des livres éternels. Et ça vous a donné envie de faire un club de lectrices, justement, vous, non Ça a peut-être planté une graine à ce moment-là, ouais. peut-être. Allez savoir. Allez, on arrive tout doucement à la fin, déjà, c'est dommage. Hein. On était bien, là. Marcello. Il pouvait y en avoir 5 plutôt que 3. Ouais, mais mais bon, après, voilà, l'émission se termine. Marcello, vous, c'est le nouvel équilibre d'Amélie Dial. L'idéal. Un livre dont on a fait les lancements en décembre parce que c'est un jeune auteur scarbécoise. Et depuis, c'est devenu notre meilleure vente. Ah ouais, Ouais. D'accord. Parce que je le recommande à tour de bras et parce que c'est vraiment un très bon livre. Enfin, plus qu'un roman, il s'agit d'une novella, vous voyez, il est assez court. Parce que c'est le résultat d'un prix qu'elle a gagné, organisé par la revue Ouzbek Erika, qui impliquait la publication de la collection Ailleurs demain chez Robert Laffont, qui est une collection qui, pour la science-fiction, est très importante. Et ça parle de quoi, brièvement, pour donner-nous envie? Alors, c'est une histoire qui décrit Scarbeck en 2085. Ah, ok. Ça déroule à Scarbeck en 2085, dans un futur où l'humanité s'est sortie de ces problématiques et la protagoniste Alia, qui est un jeune de 20 ans, participe aux funérailles de sa mère et lors des funérailles retrouve ses journaux et via les journaux, on va découvrir ce qui est arrivé pendant ces 50 ans parce que sa mère était une scientifique qui a participé au changement et aussi la protagoniste va trouver des réponses à ces questionnements familiaux en fait. Et c'est raconté c'est pas la science-fiction cosmologique, c'est une science-fiction très apaisée et c'est juste un roman qui fait du bien, quoi. Waouh, ça donne envie d'aller dans le futur. Surtout en ce moment, parce que, enfin, quoique. Voilà, on est en 2026. C'est l'été 2026 qui va commencer. Vous avez eu tous ces bons conseils de lecture. Merci. Oui, j'imagine que ça a dû être compliqué pour vous. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais choisir, hein? Yves, non? Non, moi j'aime bien parce que je me retrouve devant mes tables de libraire avec plein de choix et donc voilà, je suis pas effrayé par le nombre de livres à lire, non. Non, surtout que, attention, là je regarde les 2 libraires, la rentrée arrive, elle est déjà là, hein. Oui, je vois Marcello qui soupire. Oui, il y a des caisses partout. Non, mais on lit déjà pour la rentrée. Ah oui, vous êtes en pleine lecture, oui, c'est bien. Voilà. Mais c'est bien de lire, non? Oui. Quand même. Oui. Allez, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission, c'est un plaisir. Merci Diane. Très rapidement, on peut rappeler l'adresse pour aller voir vos... Oui, mon compte Instagram, c'est Papillonnage littéraire. Donc on tape Papillonnage littéraire sur Instagram et on va tomber dessus. Ou même dans Google, normalement. On va les voir. Et chez vous aussi? Les ponctuels, Tout simplement. Elles sont très ponctuelles. Et puis la librairie au Brin d'Acier, c'est à Scarbeck en 2026, pour l'instant. Et puis évidemment, à Woluwe, Saint-Lambert, à Livre Ouvert. Voilà. Et le raconteur. Merci à tous les 4, passez un bel été. Évidemment, vous allez lire, on va tous lire. Vous avez plein de bonnes idées. L'émission est retransmise sur YouTube à partir de demain si vous voulez revoir un petit peu tous les commentaires qu'on a fait autour de ces livres. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier Monde des Arts avant le temps des lectures. Bonsoir.